Cher lecteur, vous tenez entre vos mains une collection de récits véridiques tirés des archives des services du shérif de divers comtés ruraux américains. Ces histoires, longtemps tenues secrètes ou reléguées aux dossiers classés, ont été rassemblées pour révéler les ombres qui hantent les recoins les plus isolés de notre pays. Chaque récit présente les faits tels qu'ils ont été documentés, enrichis de témoignages directs des officiers de police impliqués. Ce ne sont pas de simples histoires de crimes. Ce sont des récits de rencontres avec l'inexplicable, de confrontations avec les ténèbres humaines et parfois avec quelque chose qui dépasse la compréhension rationnelle. Préparez-vous à pénétrer dans un monde où la frontière entre le réel et le surnaturel s'amincit, où les forêts anciennes murmurent des secrets et où les eaux tranquilles recèlent des vérités insoutenables. Le shérif Robert Harland comptait 23 années de service au sein du département du shérif du comté de Creston. Ces années passées dans le Montana rural, s'étendant sur des milliers de kilomètres carrés de terrain accidenté, en grande partie sauvage, l'avaient endurci à la plupart des épreuves que son métier pouvait lui imposer. Il avait tout vu, des accidents de chasse à l'ours grizzly aux disputes domestiques tournant horriblement mal. Mais rien dans sa carrière ne l'avait préparé à ce qui se produisit durant ce blizzard de février 2018. L'appel entra peu après minuit. Un automobiliste avait signalé avoir vu des phares déviés de la route 12 près de l'ancienne propriété Blackwood, à environ 40 miles de la ville. Les routes se détérioraient rapidement sous 20 cm de neige fraîche et d'autres chutes à venir. Harland savait qu'attendre le matin n'était pas une option. Il contacta par radio le député Collins pour lui annoncer qu'il gérerait l'affaire lui-même, vivant plus près de cette zone. La propriété Blackwood n'était pas occupée depuis près d'une décennie. Les derniers propriétaires l'avaient abandonnée après une série de revers financiers, laissant derrière eux une ferme en ruine et plusieurs dépendances que les adolescents locaux utilisaient occasionnellement pour des fêtes. Harland avait chassé les intrus de ses terres plus de fois qu'il ne pouvait le compter. Mais cette nuit-là, avec des températures chutant à moins 15 degrés Celsius et une visibilité proche de zéro, il doutait que quiconque s'y trouve de son plein gré. En tournant sur le chemin d'accès non balisé menant à la propriété, ses phares captèrent l'éclat de traces de pneus fraîches tranchant la neige. Les suivant lentement, il repéra une berline argentée partiellement dissimulée derrière un bosquet de pins. Son avant était écrasé contre un arbre. La portière du conducteur était ouverte, la neige s'accumulant déjà sur les sièges. Aucun signe du conducteur. Harland transmit par radio sa position et la plaque d'immatriculation du véhicule avant de saisir sa lampe torche et son arme de service. Le vent glacial transperçait sa veste de shérif tandis qu'il suivait un unique ensemble d'empreintes s'éloignant de la voiture vers la vieille ferme. Elles semblaient inégales, suggérant que la personne était blessée. La ferme de 2 étages se dressait sombre contre la neige tourbillonnante. La plupart des fenêtres étaient barricadées, mais Harland remarqua une faible lueur vacillante quelque part au 2e étage. Les empreintes menaient droit à la porte d'entrée, qui était légèrement entr'ouverte. « Département du shérif » cria-t-il en poussant la porte plus largement. « Il y a quelqu'un ici ? Je suis là pour aider. » Aucune réponse ne vint de l'intérieur de la maison plongée dans l'obscurité. L'air à l'intérieur était presque aussi froid qu'à l'extérieur, portant une odeur de moisie et de décomposition, ainsi que quelque chose d'autre, quelque chose de métallique et d'organique que Harland reconnut instantanément des scènes de crime. Du sang. Le faisceau de sa lampe torche révéla des sols poussiéreux avec des empreintes claires. Non seulement celles fraîches qu'il suivait, mais plusieurs ensembles se croisant dans l'entrée. Certaines semblaient dater de plusieurs jours, d'autres étaient plus récentes. Rien de tout cela n'avait de sens. La propriété était à des miles de n'importe où, pratiquement inaccessible par ce temps. « Bonjour, département du shérif », cria-t-il à nouveau, plus fort cette fois. La maison craqua et se stabilisa autour de lui, mais resta autrement silencieuse. Se déplaçant prudemment à travers le rez-de-chaussée, Harland ne trouva que des pièces vides avec du papier peint écaillé et des débris éparpillés. Les empreintes qu'il suivait menaient à un escalier, continuant vers le haut. En approchant des marches, sa radio crépita, le faisant sursauter. « Shérif, ici la centrale. Ce véhicule est immatriculé au nom d'un certain Daniel Morrow de Billings, porté disparu depuis 3 semaines par sa femme. 3 semaines. Les traces de pneus à l'extérieur étaient fraîches. Elles ne pouvaient pas dater de plus d'1 heure. Reçu, répondit Harland, gardant sa voix basse. Envoyez des renforts à ma position. Possible lien avec une personne disparue. 10 à 4, mais les unités les plus proches sont à au moins 40 minutes dans ces conditions météorologiques. Harland savait qu'il ne devait pas avancer seul, mais la pensée de quelqu'un de blessé et mourant de froid à l'étage supérieur primait sur le protocole. Il commença à monter les escaliers, grinçant à chaque craquement du bois vieilli sous ses bottes. Le couloir du 2e étage s'étendait dans l'obscurité, 4 portes s'ouvrant sur lui.
La lueur vacillante qu'il avait repérée de l'extérieur provenait de la dernière pièce à droite. En s'en approchant, l'odeur métallique s'intensifiait. La porte de la pièce éclairée était partiellement ouverte. Harland pouvait voir les ombres dansantes projetées par ce qui semblait être des bougies. Il poussa la porte plus largement avec son pied, son arme levée. Département du shérif. Il y a quelqu'un ici? Montrez-vous maintenant. La pièce ne contenait rien d'autre qu'une chaise en bois placée au centre, tournée vers l'extérieur de la porte. Autour, des dizaines de bougies formaient un cercle parfait, leurs flammes vacillant dans les courants d'air provenant de la fenêtre brisée. Sur la chaise reposait un scanner de police, le même modèle utilisé par son propre département, diffusant silencieusement les mises à jour des patrouilles. Et sur les murs, couvrant presque chaque centimètre d'espace disponible, se trouvaient des photographies, des centaines d'entre elles. En s'approchant, le sang de Harland devint plus froid que l'air de février à l'extérieur. Les photos le montraient, Robert Harland en patrouille. Robert Harland à l'épicerie. Robert Harland dans son jardin. Robert Harland dormant, photographié à travers sa fenêtre de chambre. Entre celles-ci se trouvaient des photos d'autres personnes. Certaines qu'il reconnaissait comme des résidents locaux, d'autres lui étaient inconnus. Beaucoup avaient leur visage entouré de rouge. Plusieurs de ces visages, il les reconnaissait des rapports de personnes disparues ayant traversé son bureau au cours de l'année écoulée. Au centre d'un mur pendait une carte du comté avec des emplacements marqués dans ce qui ressemblait de façon troublante à du sang séché. La propriété Blackwood était entourée de cercles multiples. Avant qu'Harland ne puisse assimiler ce qu'il voyait, une planche du plancher craqua dans le couloir derrière lui. Il se retourna, mais trop tard. Quelque chose de lourd frappa son bras, en voyant son arme cliqueter sur le sol. La douleur explosa dans son épaule, tandis qu'il trébuchait en arrière. Une silhouette se tenait dans l'embrasure, le visage obscurci par l'ombre. Pas le automobiliste blessé qu'Harland s'attendait à trouver, mais quelqu'un de plus grand, se déplaçant avec détermination. « Je vous attendais, shérif », dit une voix. Familière d'une certaine façon, bien qu'Harland ne puisse la situer. « Je pensais que le temps vous éloignerait, mais vous êtes prévisible. » Répondant toujours personnellement aux appels près de votre précieux chalet de chasse. Comment cette personne connaissait-elle son chalet? Peu de gens savaient qu'il possédait une propriété à seulement 5 miles d'ici. La silhouette s'avança dans la lumière des bougies, révélant un visage qu'Harland n'avait pas vu depuis des années. Carter Walsh, un ancien député qu'il avait renvoyé pour usage excessif de la force contre des suspects. Walsh, qu'est-ce que c'est que tout cela? Cela, fit Walsh en désignant les photos, est ce qui arrive quand on vous prend tout. J'ai documenté votre vie tout en planifiant comment la terminer. L'ancien député tenait un couteau de chasse qui brillait à la lumière des bougies. Ces personnes disparues, elles m'ont tous offensé d'une certaine manière. Mais vous avez détruit ma vie. Harland se précipita vers son arme tombée, mais son bras blessé le ralentit. Walsh était plus rapide, envoyant l'arme plus loin d'un coup de pied avant d'abattre le couteau. Harland roula sur le côté, la lame le manquant de peu. Ce qui suivit fut une lutte désespérée. Un shérif de 58 ans contre un adversaire plus jeune, animé par la rage. Walsh frappait sauvagement, entaillant Harland à la poitrine, mais le shérif parvint à saisir un lourd chandelier, le balançant violemment contre la tempe de Walsh. L'ancien député chancela, donnant à Harland quelques secondes précieuses pour récupérer son arme. Alors que Walsh chargeait à nouveau, le couteau levé, Harland tira 2 fois. Les coups de feu résonnèrent à travers la maison, vide tandis que Walsh s'effondrait. Saignant et épuisé, Harland menotta l'homme inconscient avant de demander par radio les services d'urgence. En attendant l'arrivée des renforts, il examina les autres murs, trouvant des plans détaillés d'enlèvement remontant à 18 mois et des cibles futures, incluant les membres de sa propre famille. L'enquête ultérieure révéla que Walsh vivait périodiquement dans la cave de tempête de la ferme, qui contenait des éléments de preuve le liant à ses disparitions à travers 3 comtés. La berline argentée avait été volée à sa dernière victime quelques heures plus tôt et délibérément écrasée pour tendre un piège à Harland, dont les schémas de patrouille Walsh avaient méticuleusement étudiés. À ce jour, le shérif Harland ne peut pas passer devant des propriétés rurales abandonnées sans vérifier son rétroviseur. Il ne répond plus aux appels seul, aussi routinier semble-t-il. Et chaque année, à l'anniversaire de cette nuit, il rend visite aux familles des victimes de Walsh, portant le poids de n'avoir pas arrêté un prédateur qui avait autrefois porté le même badge que lui. La partie la plus terrifiante, réfléchit souvent Harland, n'est pas qu'il a failli mourir cette nuit-là. C'est combien de temps Walsh l'avait observé, étudié et planifié. Tout cela pendant qu'Harland restait complètement inconscient du danger. Et il se demande combien d'autres menaces pourraient être là dehors, observant et attendant, juste au-delà du faisceau de sa lampe torche.
L'été 2002 commença comme tous les autres pour le shérif Lucas Merritt du comté de Pinewood, Arizona. 17 ans dans sa carrière, Merritt s'était forgé une réputation de policier méthodique et stable qui rencontrait rarement des cas ne pouvant être résolus par la patience et un travail policier soigneux. À 52 ans, avec des cheveux poivre et sel et le visage buriné de quelqu'un ayant passé des décennies sous le soleil du sud-ouest, il était respecté dans tout le vaste comté rural qu'il avait juré de protéger. Le 12 juillet commença avec des paperasses de routine et quelques incidents de circulation mineure. Rien ne suggérait que cela deviendrait le jour qui entrait Merritt pour le reste de sa vie. Vers 14 heures, la centrale reçut un appel d'un randonneur qui était tombé sur ce qui semblait être un campement abandonné près de Hidden Valley, une zone éloignée à environ 40 miles du siège du comté. Le randonneur rapporta avoir trouvé des effets personnels éparpillés autour du site, incluant un portefeuille avec une pièce d'identité, mais aucun signe des campeurs. Merritt décida d'aller vérifier lui-même. Hidden Valley était difficile d'accès, un canyon étroit entouré de mésas escarpés, populaire auprès des randonneurs expérimentés et des grimpeurs, mais rarement visité par les touristes occasionnels. Le shérif n'y était allé que 2 fois auparavant, les 2 fois pour des opérations de secours impliquant des grimpeurs blessés. Le trajet prit près d'1 heure sur des routes de plus en plus accidentées, nécessitant finalement que Merritt continue les 3 derniers miles à pied. La chaleur estivale était accablante, même en fin d'après-midi, et Merritt transpirait abondamment lorsqu'il atteignit les coordonnées fournies par le randonneur. Le campement était immédiatement inquiétant. Une tente pour 2 personnes restait debout, mais avait été partiellement effondrée d'un côté. L'équipement de cuisine était arrangé soigneusement à côté d'un foyer, semblant comme si les campeurs avaient préparé un repas. Une glacière contenait de la nourriture avariée par la chaleur, suggérant que le site avait été abandonné depuis au moins plusieurs jours. Le plus inquiétant était l'état des effets personnels. Des vêtements, des bottes de randonnée et des sacs à dos étaient éparpillés dans un large rayon autour du camp, comme s'ils avaient été jetés lors d'une lutte ou dans la panique. Merritt trouva le portefeuille mentionné par le randonneur. Il appartenait au docteur Alan Reeves, un professeur de géologie de l'université de l'Arizona à Tucson. Une deuxième pièce d'identité trouvée dans un sac à main identifia la docteure Catherine Langlais, également du département de géologie de l'université. Un rapide appel à la centrale confirma que tous 2 avaient effectivement été portés disparus 3 jours plus tôt, n'étant pas revenus d'un voyage de recherche censé durer un week-end. Alors que Merritt poursuivait sa recherche de la zone, il remarqua quelque chose d'étrange. Le sol autour du campement montrait de nombreuses empreintes, mais il y avait une piste claire d'empreintes s'éloignant du camp vers la paroi du canyon. En les suivant, il constata qu'elles disparaissaient brusquement au pied d'une paroi rocheuse apparemment solide. Intrigué, Merritt examina la zone plus attentivement et découvrit que ce qui semblait être une partie de la paroi naturelle du canyon était en réalité une entrée camouflée vers une grotte ou un tunnel. Quelqu'un avait construit une porte astucieuse utilisant des roches locales et des matériaux qui se fondaient presque parfaitement avec les environs. Seul de près, la jointure était visible. Le protocole dictait d'attendre des renforts. Mais avec 2 personnes disparues et les députés les plus proches à au moins 1 heure de distance, Merritt décida d'enquêter plus avant. Il dégaina son arme de service, alluma sa lampe torche et entra prudemment dans le passage caché. Le tunnel était étonnamment bien construit, environ 1,80 m de haut et 1,20 m de large, avec des murs grossièrement taillés s'étendant profondément dans la mésa. L'air à l'intérieur était notablement plus frais et portait une étrange odeur chimique que Merritt ne pouvait identifier. Après environ 50 mètres, le passage s'ouvrit sur une plus grande chambre qui arrêta le vétéran shérif net. L'espace avait été converti en un laboratoire rudimentaire. Des tables étaient couvertes d'équipements scientifiques, des microscopes, des centrifugeuses, des contenants chimiques et divers instruments que Merritt ne reconnaissait pas. Du matériel informatique tapissait un mur, avec des écrans affichant des cartes de relevé géologiques et ce qui semblait être des formules chimiques. Le plus alarmant, il y avait des entraves attachées à 2 tables d'examen au centre de la pièce. Département du shérif, appela Merritt, sa voix résonnant sur les murs de pierre. Il y a quelqu'un ici. Aucune réponse ne vint, mais un son faible, quelque chose entre un gémissement et un sanglot, émanait de plus profond dans le système de grotte. En le suivant, Merritt découvrit une deuxième chambre où il trouva le docteur Reeves et la docteure Langlais. Ils étaient vivants, mais dans un état terrible. Tous 2 étaient sévèrement déshydratés, avec de multiples marques d'injection sur les bras. Langlais était semi-consciente tandis que Reeves semblait délirant, marmonnant incohérément à propos de percer et de tout changer. Aucun ne semblait avoir conscience de la présence de Merritt. Alors qu'il demandait par radio une assistance médicale d'urgence, Merritt entendit un moteur démarrer à l'extérieur, un son qui n'aurait pas dû être possible étant donné l'emplacement éloigné.
Il se précipita à travers le tunnel pour trouver un nuage de poussière s'élevant d'une piste auparavant inaperçue, menant loin du canyon dans la direction opposée de celle par laquelle il était arrivé. Les victimes ayant besoin d'une attention médicale immédiate, Merritt ne pouvait pas poursuivre. À la place, il retourna pour prodiguer les soins qu'il pouvait en attendant l'arrivée de l'aide. Il fallut 3 heures à l'équipe de secours pour les atteindre et encore 4 heures pour évacuer les professeurs vers l'hôpital le plus proche. L'enquête ultérieure révéla une histoire troublante. L'installation cachée fonctionnait depuis au moins 2 ans, basée sur des journaux et des enregistrements récupérés des ordinateurs. Un groupe se faisant appeler les pionniers menait des expériences non sanctionnées liées à une formation minérale unique trouvée uniquement à Hidden Valley. Des expériences impliquant des composés chimiques avec des applications militaires potentielles. Le docteur Reeves et la docteur Langley n'étaient pas tombés sur le site par accident. Leurs recherches les avaient menés à Hidden Valley, spécifiquement pour étudier la géologie inhabituelle. Les pionniers avaient surveillé les publications académiques sur le sujet et intercepté les professeurs avant qu'ils ne puissent documenter leurs découvertes. Le plus troublant étaient les dossiers médicaux qui détaillaient comment les pionniers avaient utilisé les professeurs comme cobayes, administrant divers composés dérivés des minéraux et documentant les effets. Les journaux décrivaient également des sujets précédents, soulevant la possibilité que d'autres cas de personnes disparues puissent être connectés. Malgré une vaste enquête multi-agence impliquant le FBI et la police d'État, aucun des auteurs ne fut jamais appréhendé. Le laboratoire caché avait été professionnellement assaini avant que Merritt ne le découvre, laissant peu de traces forensiques. Les traces de véhicules menaient à une autoroute où la piste s'évanouissait. La docteure Langley finit par récupérer suffisamment pour fournir une description partielle de leur ravisseur, 3 hommes et une femme qui portaient des masques chirurgicaux pendant leur procédure. Elle se souvint qu'ils parlaient de sécurité nationale et de sacrifices nécessaires, mais ne put fournir que peu de détails identifiants. Le docteur Reeves ne se remit jamais complètement. Les substances inconnues avaient causé des dommages neurologiques permanents, le laissant avec des tremblements, des pertes de mémoire et des épisodes de paranoïa. 6 mois après son sauvetage, il se suicida, laissant une note disant « Seuls eux surveillent encore. Ils ne s'arrêteront jamais ». Pour le shérif Merritt, l'affaire devint une obsession. Il passa d'innombrables heures hors service à chercher des connexions, à suivre des disparitions similaires à travers le sud-ouest. 3 ans après l'incident, alors qu'il enquêtait sur une propriété de ranch abandonnée qu'il croyait pouvoir être liée aux pionniers, Merritt reçut une enveloppe anonyme contenant une seule photographie, une image de surveillance de lui-même et sa femme debout sur leur porche d'entrée, prise quelques jours plus tôt. Le message était clair. Arrêtez d'enquêter. Avec une famille à protéger, Merritt abandonna à contre-cœur l'enquête active, mais il ne cessa jamais de collecter des informations. Après sa retraite en 2009, il assembla un dossier complet sur les pionniers et confia des copies à plusieurs journalistes et collègues officiers de police avec instruction de publier les informations si quelque chose lui arrivait. Merritt vit toujours dans le comté de Pinewood, bien qu'il ait déménagé 2 fois depuis l'incident. Il garde un fusil à pompe chargé à côté de son lit et a installé une sécurité extensive autour de sa maison. Tous les quelques mois, il reçoit une carte postale vierge avec un simple dessin d'un chariot de pionniers, un rappel que quelqu'un surveille toujours. L'installation de Hidden Valley fut détruite par un incendie mystérieux en 2004, effaçant la plupart des preuves physiques. L'affaire reste officiellement ouverte, mais inactive faute de pistes. Occasionnellement, des rapports surgissent de laboratoires similaires découverts dans des endroits éloignés à travers le sud-ouest américain, mais aucune connexion définitive aux pionniers n'a été établie. À ce jour, le shérif Merritt se demande ce qui se passait réellement dans ce laboratoire caché et combien d'autres victimes auraient pu passer par là avant que les professeurs ne soient trouvés. Mais sa question la plus troublante reste sans réponse. Jusqu'où allait la protection pour ces pionniers? Et que cherchaient-ils vraiment à accomplir dans ce canyon éloigné qui valait les vies qu'ils ont prises? Lorsqu'on lui demande conseil sur l'affaire maintenant, Merritt partage un conseil avec les jeunes députés. Le badge ne vous protège pas de tout. Il y a certaines vérités pour lesquelles les gens tueront pour les garder cachées, et certains mystères qu'il est plus sûr de laisser non résolus. Dans une nuit de janvier glacial de 1997, le shérif d'Al Erickson du comté de Clearwater, Minnesota, approchait de la fin de son service. À 48 ans, Erickson était un policier vétéran avec plus de 2 décennies d'expérience patrouillant les 630 miles carrés du comté rural, un vaste paysage de forêts denses, de lacs gelés et de communautés agricoles dispersées. Sa patrouille de minuit marquait habituellement la transition vers des heures plus calmes, mais cette nuit particulière deviendrait tristement célèbre dans l'histoire du département. La température avait plongé à moins 28 degrés Celsius, avec un facteur vent faisant se sentir les choses proches de moins 40. La plupart des résidents étaient prudemment blottis dans leur maison, et Erickson avait passé son service à vérifier les propriétés isolées et à chercher des automobilistes en détresse.
À 23h42, il contacta la centrale par radio pour signaler qu'il complétait sa boucle finale le long de la route du Comté 7, un tronçon éloigné connectant 2 petites municipalités avant de rentrer au poste. Tout est clair sur la 7. La voix d'Erickson crépita sur la radio. Je passe juste devant l'ancienne propriété Alverson, je rentre dans 10 minutes. La propriété Alverson était un repère local. Une ancienne ferme laitière prospère abandonnée dans les années 1980 après que les problèmes financiers du propriétaire aient conduit à la faillite. La maison principale se dressait à environ 100 mètres de la route, partiellement visible à travers un bosquet de chênes dénudés. Quelque chose à propos de la propriété attira l'attention d'Erickson cette nuit-là, alors qu'il ajoutait « Attendez, je vois des lumières à la propriété Alverson. Je vais vérifier. » La centrale accusa réception de son message. Reçu, shérif. Besoin de renfort? Negative, répondit Erickson. Probablement juste des enfants. Je ne serai pas long. Ce fut la dernière transmission de routine que quiconque entendrait du shérif d'Al Erickson. 20 minutes passèrent sans autre communication. La centrale tenta de le joindre plusieurs fois sans succès. Suivant le protocole, la députée Lisa Marquet fut envoyée pour vérifier. Elle arriva à la propriété Alverson à 0h17 pour trouver le véhicule de patrouille d'Erickson garé près de la maison, le moteur toujours en marche, la portière du conducteur ouverte. Sa lampe torche gisait dans la neige à proximité, toujours allumée. Du shérif lui-même, il n'y avait aucun signe. Marquet appela immédiatement des renforts. Dans l'heure qui suivit, tous les officiers disponibles du comté convergèrent sur la scène. La maison et les dépendances furent fouillées minutieusement, ne révélant rien sauf un unique ensemble d'empreintes menant du véhicule d'Erickson vers la maison principale avant de s'arrêter soudainement à mi-chemin, comme s'il avait disparu en plein pas. La neige recouvrant la propriété était immaculée et intacte au-delà des traces d'Erickson lui-même. Il n'y avait pas de marque de pneus autres que celle de son véhicule et plus tard de celle de Marquet. Aucune preuve d'autres empreintes, aucun signe de lutte. Son arme de service restait dans son holster, non tirée. Le seul détail inhabituel était sa radio, trouvée à 6 mètres de là où ses empreintes s'arrêtaient, partiellement enfouie dans la neige. À l'aube, la recherche s'étendit pour inclure la police d'État, des chiens de recherche et des volontaires des comtés voisins. Des hélicoptères avec technologie d'imagerie thermique balayèrent la zone une fois le jour levé. Les jours se transformèrent en semaines alors que la recherche continuait, s'étendant pour couvrir des miles de nature sauvage environnante. Le shérif d'Al Erickson avait simplement disparu sans laisser de traces. L'enquête explora toutes les possibilités. Étant donné le froid extrême, une théorie soutenait qu'Erickson s'était somehow désorienté à cause de l'hypothermie, s'était égaré et avait succombé aux éléments. Mais les chiens ne reprirent jamais son odeur au-delà de là où ses empreintes s'arrêtaient, et des recherches terrestres extensives ne trouvèrent rien pour soutenir cette théorie. Une autre ligne d'enquête se concentra sur la question de savoir si Erickson pouvait avoir des ennemis, peut-être quelqu'un qui l'avait arrêté cherchant la vengeance. Ces dossiers de cas furent minutieusement révisés, et de nombreuses entrevues furent menées avec des individus pouvant nourrir des rancunes. Rien de substantiel n'émergea. L'affaire prit un tournant bizarre 3 semaines après la disparition d'Erickson, lorsque la centrale reçut une transmission radio sur la fréquence du département à exactement 23h42, précisément l'heure du dernier appel de routine d'Erickson. La voix était déformée et à peine intelligible, mais des analystes audio confirmèrent plus tard qu'elle contenait ce qui ressemblait à Erickson disant « Pas celui-ci. Quelque chose dans le… » avant de se dissoudre dans le statique. La transmission fut triangulée comme provenant des environs de la propriété Alverson, mais lorsque les officiers se précipitèrent sur les lieux, ils la trouvèrent intacte exactement comme elle l'avait été depuis cette nuit de janvier. La radio récupérée dans la neige des semaines plus tôt restait dans la salle d'épreuve. 6 mois après la disparition, un développement insuffla une nouvelle vie à l'enquête. Un couple d'adolescents pénétrant illégalement sur la propriété Alverson pour explorer les bâtiments abandonnés découvrit le badge d'Erickson partiellement encastré dans le sol en béton de la cave à légumes de la maison. Une petite cave souterraine traditionnellement utilisée pour conserver les légumes. Le béton semblait fraîchement coulé autour du badge. Les enquêteurs excavèrent immédiatement tout le sol de la cave, s'attendant au pire. Ce qu'ils trouvèrent sous le béton souleva plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Il n'y avait pas de corps, mais plutôt une cavité naturelle dans la terre. Ce qui semblait être une entrée vers un petit système de grottes non documenté dans aucun relevé géologique du comté. Le passage descendait abruptement avant de devenir trop étroit pour l'exploration adulte. Après environ 9 mètres, des équipes spécialisées de secours en grotte furent amenées pour cartographier le système. Ils découvrirent que le passage finissait par se connecter à un plus grand réseau souterrain s'étendant sur des miles sous le comté. Un réseau que les géologues confirmèrent ne pas devoir exister étant donné le substrat rocheux pauvre en calcaire de la région.
Le plus troublant fut ce que les équipes trouvèrent approximativement à 90 mètres dans le système. Le revolver de service du shérif Erickson, sa lampe torche délivrée par le département, différente de celle trouvée dans la neige, et un enregistreur numérique portable. Les objets étaient arrangés en un triangle parfait sur une surface rocheuse plane, comme délibérément placés là. La batterie de l'enregistreur était depuis longtemps morte, mais lorsque les techniciens parvinrent à extraire les données, ils récupérèrent un unique fichier audio horodaté à 23h53 le soir de la disparition d'Erickson, 11 minutes après son dernier contact radio. L'enregistrement commence par une respiration lourde et ce qui ressemble à un mouvement à travers des espaces confinés. La voix d'Erickson, inhabituellement tendue, narre « Je suis un tunnel sous la propriété Alverson. J'ai entendu des bruits venant de la cave à légumes. Le sol était déjà ouvert quand je suis arrivé. Je ne savais pas que c'était là en dessous. » Après environ 2 minutes de son de mouvement, Erickson chuchote « Quelque chose ne va pas. L'air a une sensation étrange. Ça sent le cuivre et quelque chose d'autre. Comme l'ozone après un éclair. » Encore 1 minute passe avec juste le son de pas prudent et une respiration occasionnellement lourde avant qu'Erickson ne parle à nouveau. Sa voix maintenant urgente. « Mon Dieu, il y a de la lumière devant. Une lumière bleue. Elle pulse. Et il y a quelque chose qui bouge autour. Plusieurs choses. Ni humain. Ni animal non plus. Je vais essayer de... » L'enregistrement capture une soudaine rafale d'air comme un vent fort dans un espace confiné suivi d'un son que les analystes n'ont pas pu identifier. Décrit diversement comme un bourdonnement mécanique combiné à quelque chose d'organique et comme plusieurs voix parlant à l'envers simultanément. Les derniers mots d'Erickson sur l'enregistrement passent clairement malgré sa terreur évidente. Ils m'ont vu. Mon Dieu, aidez-moi. Ils viennent par ici. Si quelqu'un trouve ceci, ne venez pas ici. Scellez-le. Quoi que ce soit là en bas est là depuis longtemps, et ça doit rester enterré. L'enregistrement se termine par le son d'Erickson apparemment courant, suivi d'un cri que les experts audio ont déterminé avoir été coupé court, non pas par l'enregistreur endommagé ou éteint, mais par le son lui-même cessant de façon surnaturelle au milieu de la vocalisation. Les autorités du comté prirent la décision controversée de sceller le système de grotte, versant des centaines de gallons de béton dans l'entrée découverte sous la propriété Alverson. L'explication officielle citait une dangereuse instabilité structurelle, bien que des documents internes plus tard obtenus par des demandes d'accès à l'information fassent référence à des contaminants biologiques inexpliqués trouvés dans des échantillons de sol de la grotte. Le plus étrange de tout fut le sort de l'enregistrement lui-même. 3 copies distinctes furent faites par l'équipe d'enquête, mais en quelques semaines, tout avait dégénéré en statique irrécupérable. L'original devint également corrompu pendant son stockage dans l'épreuve. Aucune version utilisable des derniers moments du shérif Erickson n'existe plus. Dale Erickson fut officiellement déclaré mort en 2004, 7 ans après sa disparition. L'affaire reste techniquement ouverte mais inactive. Sa veuve vit toujours dans le comté de Clearwater et ne s'est jamais remariée. La propriété Alverson fut achetée par le comté en 1998 et les bâtiments furent démolis. La terre reste non développée, entourée de clôtures en mailles de chêne et affichée avec des panneaux d'interdiction de passage. Une fois par an, à l'anniversaire de la disparition d'Erickson, ses anciens députés, beaucoup maintenant à la retraite, tiennent un petit service commémoratif sur le site. Peut-être le post-scriptum le plus inquiétant de l'histoire vint en 2015, lorsque des scientifiques de l'Université du Minnesota, menant des relevés géologiques dans le comté enregistrèrent des anomalies sismiques inexpliquées centrées exactement sous l'ancienne propriété Alverson. Des vibrations rythmiques se produisant précisément tous les 28 jours qu'un chercheur décrivit presque comme si quelque chose là en bas respire. Les cartes du comté marquent maintenant la zone avec une simple désignation, accès restreint, danger environnemental. Les habitants ont un nom différent pour cela. Ils l'appellent le trou d'Erickson. Et même les résidents les plus sceptiques du comté de Clearwater prennent soin de faire des détours de plusieurs miles pour éviter de passer devant la propriété après la tombée de la nuit. La vraie nature de ce que le shérif Dale Erickson a rencontré sous la ferme Alverson reste inconnue. Ce qui est certain, c'est que quelque chose dans ces profondeurs inconnues a pris un bon homme à sa famille et à sa communauté, ne laissant derrière que des preuves fragmentaires d'horreur que nous sommes peut-être chanceux de ne pas comprendre pleinement. Le shérif Marcus Weldon avait vu sa part d'occurrences étranges pendant ses 15 ans avec le département du shérif du comté de Summit dans le Colorado. Le terrain montagneux accidenté, les conditions météorologiques extrêmes et les communautés isolées créaient des défis uniques pour l'application de la loi. Mais rien dans son expérience ne l'avait préparé à ce qui commença une nuit orageuse de juin 2013. Une affaire qui resterait officiellement non résolue, mais le hanterait pour le reste de sa carrière. Les ennuis commencèrent avec un appel de service de routine. Un orage violent avait coupé l'électricité dans une grande partie du comté, incluant la petite ville de Pinhaven nichée dans une vallée éloignée.
Tout en vérifiant l'état des résidents âgés, le shérif Weldon reçut un appel particulier sur sa radio. « Shérif, vous devez vous rendre à l'ancienne tour de guet sur Black Ridge Peak. Quelqu'un émet depuis là-haut. » La voix appartenait à Nancy Carter, la répartitrice de nuit. « Émettre quoi ?» demanda Weldon, essuyant la pluie de son visage alors qu'il retournait à son véhicule. « C'est justement ça, » répondit Nancy. « Je ne sais pas. Nous capturons une sorte de signal interférent avec notre fréquence radio. Ça ressemble à une voix, mais c'est déformé. Le technicien radio dit que ça vient de la direction de la tour. La tour de guet abandonnée avait été désaffectée en 2001 lorsque de nouveaux systèmes de surveillance par satellite l'avaient rendue obsolète. Située au sommet de Black Ridge Peak à 3000 mètres d'altitude, elle n'était accessible que par une route forestière traître. Difficile par beau temps, potentiellement mortelle pendant un orage. Nancy, c'est probablement juste une interférence de l'orage. Je vérifierai demain quand. Nancy l'interrompit, sa voix tendue. Le signal devient plus fort et ça ressemble à quelqu'un appelant à l'aide. Weldon hesita. Le protocole disait d'attendre de meilleures conditions, mais si quelqu'un était coincé à la tour par ce temps, il pourrait ne pas survivre la nuit. Il prit la décision. Je me dirige là-bas maintenant. Alerte les recherches et secours en attente, mais ne les envoyez pas là-haut par ce temps à moins que j'appelle des renforts. Le voyage vers Black Ridge Peak fut aussi traître que Weldon l'avait anticipé. 2 fois son SUV faillit glisser de la route boueuse et des branches tombées l'obligèrent à s'arrêter pour dégager un passage. La pluie était implacable, réduisant la visibilité à quelques mètres. Sa radio crépitait de statique, plus il montait. 1 heure plus tard, trempé malgré son équipement de pluie, Weldon arriva à la base de la tour. Aucun véhicule n'était visible, aucun signe que quelqu'un soit venu récemment. La tour elle-même se dressait au-dessus, une structure squelettique de métal vieilli disparaissant dans les nuages bas. « Nancy, je suis à la tour. » radiotait-il. Aucun signe de personne. « Vous captez toujours ce signal ?» Le statique fut sa seule réponse, mais il pensa entendre quelque chose d'autre en dessous. Une voix, faible et déformée. Weldon récupéra sa lampe torche et son arme de service avant d'approcher la tour. L'escalier métallique en spirale, grimpant le long de la structure, gémissait sous son poids. Des décennies d'exposition ayant affaibli son intégrité. Plus il montait, plus le statique sur sa radio s'intensifiait. Mais maintenant, il était certain de pouvoir distinguer des mots se formant sous le bruit. Une voix d'homme, désespérée et effrayée. La cabine d'observation au sommet de la tour était une petite pièce hexagonale avec des fenêtres de tous côtés. La porte était entr'ouverte, balançant légèrement dans le vent. Weldon la poussa, balayant l'intérieur avec sa lampe torche. La pièce était vide sauf pour une ancienne chaise et un bureau. Sur le bureau reposait un vieil émetteur radio, un modèle que le service forestier n'utilisait plus depuis les années 1980. Son voyant de puissance brillait vert malgré la panne de courant général, et ses cadrans bougeaient légèrement, comme s'ils étaient ajustés par des mains invisibles. « Ici le shérif Marcus Weldon », annonça-t-il à la pièce vide. « Il y a quelqu'un ici. » La radio sur le bureau siffla soudainement à la vie, le faisant sursauter. À travers un flot de statique, il entendit une voix assez claire pour être comprise. « Mayday, Mayday. » Ici le guetteur d'incendie Davis Colton. La tour a été frappée. Le feu se propage dans la forêt en dessous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Terminé. Weldon fixa la radio, confus. Il n'y avait pas de feu. E.T. Davis Colton. Le nom lui semblait vaguement familier. Il leva sa propre radio. « Nancy, recevez-vous? J'ai besoin que vous recherchiez un nom. Davis Colton, ancien guetteur d'incendie. » Seul le statique répondit, mais la radio du bureau parla à nouveau. « Les feux entourent la tour. Je suis piégé. Les températures montent. Si quelqu'un entend ceci, envoyez de l'aide à la tour Black Ridge immédiatement. » Une froide réalisation submergea Weldon. Il se souvenait maintenant du nom. Davis Colton était le dernier guetteur d'incendie assigné à cette tour, qui était mort en 1976 lorsqu'un éclair avait frappé la structure pendant un orage violent, déclenchant un feu de forêt qui l'avait piégé à l'intérieur. Le rapport officiel indiquait que ses dernières transmissions radio décrivaient sa situation désespérée, alors que le feu engloutissait la base de la tour, mais c'était il y a 37 ans. La main de Weldon tremblait légèrement alors qu'il tendait la main vers l'interrupteur de la radio. Avant qu'il ne puisse la toucher, l'appareil émit un cri aigu qui l'obligea à se couvrir les oreilles. Quand il cessa, la voix avait changé. Elle s'adressait maintenant directement à lui. « Shérif Weldon, quelqu'un m'entend enfin. J'émettais depuis si longtemps. » Les cheveux sur la nuque de Weldon se hérissèrent. « Comment connaissez-vous mon nom? Je vois tous ceux qui montent ici,
répondit la voix. Mais il ne reste jamais assez longtemps pour m'entendre. La fréquence ne s'aligne que pendant les orages, quand les conditions correspondent à la nuit où je suis mort. Weldon recula vers la porte, son entraînement luttant avec l'impossibilité de ce qui se passait. Que voulez-vous ? Justice, chuchota la voix, semblant maintenant venir de partout plutôt que juste de la radio. Ce n'était pas un accident. Le feu ne venait pas de la foudre. Les fenêtres commencèrent à se couvrir de buée, non pas de condensation, mais de ce qui semblait être de la fumée. La température dans la petite pièce augmenta notablement. « J'ai été assassiné », continua la voix. Il voulait que le feu détruise les preuves. Vérifiez la pente de la crête sud. Le vieux repère de relevé. Fouillez là-bas. Soudain, la radio crépita et se tut. La buée semblable à de la fumée se dissipa et la température revint à la normale. Weldon resta figé pendant plusieurs minutes avant de finalement se ressaisir et descendre de la tour dans la pluie maintenant calmante. De retour au département, les dossiers confirmèrent que Davis Colton était effectivement mort dans un incendie à la tour en 1976. La cause officielle fut un coup de foudre, bien que le rapport notait que la radio avait somehow continué à fonctionner assez longtemps pour que les répartiteurs enregistrent les derniers moments de Colton. Ces enregistrements avaient été scellés dans le cadre de l'enquête et subséquemment perdus lors d'un déménagement du département dans les années 1990. Contre toute logique et tout protocole, Weldon retourna à Black Ridge 3 jours plus tard avec un équipement de radar à pénétration de sol emprunté à un ami géologue. Au repère de relevé de la crête sud, ils découvrirent une anomalie à 1 mètre de profondeur. L'excavation révéla une boîte métallique contenant un journal et un enregistreur audio endommagé, tous deux appartenant à Davis Colton. Les dernières entrées du journal détaillaient la découverte de Colton d'opérations de coupe de bois illégales dans des zones protégées de la forêt. Des opérations apparemment sanctionnées par des officiels du comté à l'époque. La dernière entrée, datée du jour de sa mort, mentionnait la collecte de preuves photographiques et une réunion planifiée avec les autorités fédérales. L'analyse forensique des restes de Colton, exhumés pour réexamen, trouva des preuves incompatibles avec la détermination originale de mort par incendie. Des traces d'accélérateur furent détectées sur des fragments d'os et des fractures du crâne suggéraient un traumatisme avant l'incendie. L'affaire fut officiellement rouverte, mais rapidement bloquée. Tous les suspects, le commissaire du comté, le superviseur du service forestier et le shérif de cette époque étaient depuis longtemps décédés. La prescription sur la plupart des crimes associés avait expiré, bien que le meurtre n'en ait aucune. Le dossier d'enquête reste ouvert, mais inactif, listé comme non résolu plutôt que fermé. Le shérif Weldon ne retourna jamais à la tour après avoir récupéré les preuves. Il déposa son rapport détaillant le phénomène radio, mais omettant sa conversation avec ce qui semblait être la voix de Colton, citant juste un tuyau anonyme menant à la découverte au repère de relevé. Des interférences radio inexpliquées continuent d'affecter les fréquences d'urgence dans le comté de Summit pendant les orages violents, particulièrement près de Black Ridge Peak. Les équipes de maintenance envoyées vérifier la tower rapportent à plusieurs reprises trouver l'émetteur radio longtemps obsolète malgré de multiples retraits. Chaque fois il repose sur le bureau, poussiéreux et non alimenté, mais somehow intact après des décennies d'exposition aux éléments. Le shérif Weldon prit sa retraite en 2019, mais les habitants disent qu'ils surveillent toujours une vieille radio de bande d'urgence pendant les orages, parfois jusqu'à l'aube, écoutant attentivement à travers le statique pour des voix de la fréquence oubliée. Le shérif Marcus Weldon avait vu sa part d'occurrences étranges pendant ses 15 ans avec le département du shérif du comté de Summit dans le Colorado. Le terrain montagneux accidenté, les conditions météorologiques extrêmes et les communautés isolées créaient des défis uniques pour l'application de la loi. Mais rien dans son expérience ne l'avait préparé à ce qui commença une nuit orageuse de juin 2013, une affaire qui resterait officiellement non résolue mais le hanterait pour le reste de sa carrière. Les ennuis commencèrent avec un appel de service de routine. Un orage violent avait coupé l'électricité dans une grande partie du comté, incluant la petite ville de Pinhaven nichée dans une vallée éloignée. Tout en vérifiant l'état des résidents âgés, le shérif Weldon reçut un appel particulier sur sa radio. « Shérif, vous devez vous rendre à l'ancienne tour de guet sur Black Ridge Peak. » Quelqu'un émet depuis là-haut. La voix appartenait à Nancy Carter, la répartitrice de nuit. « Émettre quoi ?» demanda Weldon, essuyant la pluie de son visage alors qu'il retournait à son véhicule. « C'est justement ça, » répondit Nancy. « Je ne sais pas. Nous capturons une sorte de signal interférent avec notre fréquence radio. Ça ressemble à une voix, mais c'est déformé. Le technicien radio dit que ça vient de la direction de la tour. » La tour de guet abandonnée avait été désaffectée en 2001 lorsque de nouveaux systèmes de surveillance par satellite l'avaient rendue obsolète.
Située au sommet de Black Ridge Peak à 3000 mètres d'altitude, elle n'était accessible que par une route forestière traître. Difficile par beau temps, potentiellement mortelle pendant un orage. Nancy, c'est probablement juste une interférence de l'orage. Je vérifierai demain quand. Nancy l'interrompit, sa voix tendue. Le signal devient plus fort et ça ressemble à quelqu'un appelant à l'aide. Weldon Hesiter. Le protocole disait d'attendre de meilleures conditions, mais si quelqu'un était coincé à la tour par ce temps, il pourrait ne pas survivre la nuit. Il prit la décision. Je me dirige là-bas maintenant. Alerte les recherches et secours en attente, mais ne les envoyez pas là-haut par ce temps à moins que j'appelle des renforts. Le voyage vers Black Ridge Peak fut aussi traître que Weldon l'avait anticipé. 2 fois son SUV faillit glisser de la route boueuse et des branches tombées l'obligèrent à s'arrêter pour dégager un passage. La pluie était implacable, réduisant la visibilité à quelques mètres. Sa radio crépitait de statique, plus il montait. 1 heure plus tard, trempé malgré son équipement de pluie, Weldon arriva à la base de la tour. Aucun véhicule n'était visible, aucun signe que quelqu'un soit venu récemment. La tour elle-même se dressait au-dessus, une structure squelettique de métal vieilli disparaissant dans les nuages bas. Nancy, je suis à la tour. Radio Teil. Aucun signe de personne. Vous captez toujours ce signal? Le statique fut sa seule réponse, mais il pensa entendre quelque chose d'autre en dessous. Une voix, faible et déformée. Weldon récupéra sa lampe torche et son arme de service avant d'approcher la tour. L'escalier métallique en spirale, grimpant le long de la structure, gémissait sous son poids. Des décennies d'exposition ayant affaibli son intégrité. Plus il montait, plus le statique sur sa radio s'intensifiait. Mais maintenant, il était certain de pouvoir distinguer des mots se formant sous le bruit. Une voix d'homme, désespérée et effrayée. La cabine d'observation au sommet de la tour était une petite pièce hexagonale avec des fenêtres de tous côtés. La porte était entr'ouverte, balançant légèrement dans le vent. Weldon la poussa, balayant l'intérieur avec sa lampe torche. La pièce était vide sauf pour une ancienne chaise et un bureau. Sur le bureau reposait un vieil émetteur radio, un modèle que le service forestier n'utilisait plus depuis les années 1980. Son voyant de puissance brillait vert malgré la panne de courant général, et ses cadrans bougeaient légèrement, comme s'ils étaient ajustés par des mains invisibles. « Ici le shérif Marcus Weldon », annonça-t-il à la pièce vide. « Il y a quelqu'un ici. » La radio sur le bureau siffla soudainement à la vie, le faisant sursauter. À travers un flot de statique, il entendit une voix assez claire pour être comprise. « Mayday, Mayday. » Ici le guetteur d'incendie Davis Colton. La tour a été frappée. Le feu se propage dans la forêt en dessous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Terminé. Weldon fixa la radio. Confus. Il n'y avait pas de feu. E.T. Davis Colton. Le nom lui semblait vaguement familier. Il leva sa propre radio. Nancy, recevez-vous? J'ai besoin que vous recherchiez un nom. Davis Colton, ancien guetteur d'incendie. Seul le statique répondit, mais la radio du bureau parla à nouveau. Les feux entourent la tour. Je suis piégé. Les températures montent. Si quelqu'un entend ceci, envoyez de l'aide à la tour Black Ridge immédiatement. Une froide réalisation submergea Weldon. Il se souvenait maintenant du nom. Davis Colton était le dernier guetteur d'incendie assigné à cette tour, qui était mort en 1976 lorsqu'un éclair avait frappé la structure pendant un orage violent, déclenchant un feu de forêt qui l'avait piégé à l'intérieur. Le rapport officiel indiquait que ses dernières transmissions radio décrivaient sa situation désespérée, alors que le feu engloutissait la base de la tour, mais c'était il y a 37 ans. La main de Weldon tremblait légèrement alors qu'il tendait la main vers l'interrupteur de la radio. Avant qu'il ne puisse la toucher, l'appareil émit un cri aigu qui l'obligea à se couvrir les oreilles. Quand il cessa, la voix avait changé. Elle s'adressait maintenant directement à lui. « Shérif Weldon, quelqu'un m'entend enfin. J'émettais depuis si longtemps. » Les cheveux sur la nuque de Weldon se hérissèrent. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« Je vois tous ceux qui montent ici, » répondit la voix. « Mais ils ne restent jamais assez longtemps pour m'entendre. La fréquence ne s'aligne que pendant les orages, quand les conditions correspondent à la nuit où je suis mort. » Weldon recula vers la porte, son entraînement luttant avec l'impossibilité de ce qui se passait. « Que voulez-vous ?»« Justice, » chuchota la voix, semblant maintenant venir de partout plutôt que juste de la radio. Ce n'était pas un accident. Le feu ne venait pas de la foudre. Les fenêtres commencèrent à se couvrir de buée, non pas de condensation, mais de ce qui semblait être de la fumée. La température dans la petite pièce augmenta notablement. « J'ai été assassiné, » continua la voix. « Il voulait que le feu détruise les preuves. »
Vérifiez la pente de la crête sud. Le vieux repère de relevé. Fouillez là-bas. Soudain, la radio crépita et se tut. La buée semblable à de la fumée se dissipa et la température revint à la normale. Weldon resta figé pendant plusieurs minutes avant de finalement se ressaisir et descendre de la tour dans la pluie maintenant calmante. De retour au département, les dossiers confirmèrent que Davis Colton était effectivement mort dans un incendie à la tour en 1976. La cause officielle fut un coup de foudre, bien que le rapport notait que la radio avait somo continué à fonctionner assez longtemps pour que les répartiteurs enregistrent les derniers moments de Colton. Ces enregistrements avaient été scellés dans le cadre de l'enquête et subséquemment perdus lors d'un déménagement du département dans les années 1990. Contre toute logique et tout protocole, Weldon retourna à Black Ridge 3 jours plus tard avec un équipement de radar à pénétration de sol emprunté à un ami géologue. Au repère de relevé de la crête sud, ils découvrirent une anomalie à 1 mètre de profondeur. L'excavation révéla une boîte métallique contenant un journal et un enregistreur audio endommagé, tous deux appartenant à Davis Colton. Les dernières entrées du journal détaillaient la découverte de Colton d'opérations de coupe de bois illégales dans des zones protégées de la forêt. Des opérations apparemment sanctionnées par des officiels du comté à l'époque. La dernière entrée, datée du jour de sa mort, mentionnait la collecte de preuves photographiques et une réunion planifiée avec les autorités fédérales. L'analyse forensique des restes de Colton, exhumés pour réexamen, trouva des preuves incompatibles avec la détermination originale de mort par incendie. Des traces d'accélérateur furent détectées sur des fragments d'os et des fractures du crâne suggéraient un traumatisme avant l'incendie. L'affaire fut officiellement rouverte, mais rapidement bloquée. Tous les suspects, le commissaire du comté, le superviseur du service forestier et le shérif de cette époque étaient depuis longtemps décédés. La prescription sur la plupart des crimes associés avait expiré, bien que le meurtre n'en ait aucune. Le dossier d'enquête reste ouvert, mais inactif, listé comme non résolu plutôt que fermé. Le shérif Weldon ne retourna jamais à la tour après avoir récupéré les preuves. Il déposa son rapport détaillant le phénomène radio, mais omettant sa conversation avec ce qui semblait être la voix de Colton, citant juste un tuyau anonyme menant à la découverte au repère de relevé. Des interférences radio inexpliquées continuent d'affecter les fréquences d'urgence dans le comté de Summit pendant les orages violents, particulièrement près de Black Ridge Peak. Les équipes de maintenance envoyées vérifier la tower rapportent à plusieurs reprises trouver l'émetteur radio longtemps obsolète malgré de multiples retraits. Chaque fois il repose sur le bureau, poussiéreux et non alimenté, mais somo intact après des décennies d'exposition aux éléments. Le shérif Weldon prit sa retraite en 2019, mais les habitants disent qu'il surveille toujours une vieille radio de bande d'urgence pendant les orages, parfois jusqu'à l'aube, écoutant attentivement à travers le statique pour des voix de la fréquence oubliée. En août 2016, la shérif Elena Vasquez du comté de Sagebrush, Nouveau-Mexique, se trouva au centre d'une affaire qui défierait non seulement ses compétences d'investigation, mais aussi sa compréhension de la psychologie humaine et des recoins sombres de l'isolement rural. Âgée de 43 ans et dans sa 6e année de mandat de shérif, Vasquez s'était forgé une réputation de persévérance pondérée dans un comté s'étendant sur 8300 km² de paysages arides, ponctués de petites communautés et de vastes espaces vides. L'affaire commença par un appel au 911 d'un touriste paniqué qui avait fait de la randonnée près du lit asséché de la rivière Pedra à Oigreco, un cours d'eau saisonnier traversant la partie ouest du comté. Le randonneur rapporta avoir trouvé ce qui semblait être des restes humains partiellement enterrés dans la boue craquelée du lit de l'Oigreco. Le député Marc Sandoval répondit d'abord, confirmant la sinistre découverte avant d'appeler la shérif Vasquez. Quand Vasquez arriva sur les lieux, elle trouva quelque chose d'étranger qu'elle n'avait anticipé. Les restes n'étaient pas récents. Ils semblaient dater d'au moins plusieurs années, peut-être plus. Plus déroutant était la façon dont ils étaient arrangés. Les os avaient été méticuleusement positionnés pour former un cercle parfait avec le crâne placé précisément au centre face vers le ciel. En 20 ans d'application de la loi, je n'ai jamais vu quelque chose comme cela, Vasquez dirait plus tard aux enquêteurs. Quelqu'un avait pris grand soin avec le placement. Ce n'était pas aléatoire ou le résultat d'activité animale. C'était délibéré, presque rituel. Les experts forensiques déterminèrent que les restes appartenaient à un homme dans la trentaine qui était mort approximativement 5 à 7 ans plus tôt. La cause de la mort était une unique blessure par balle à l'arrière de la tête, style exécution. L'absence des mains de la victime compliqua les efforts d'identification car elles avaient apparemment été enlevées post-mortem. L'enquête aurait pu s'arrêter là. Une autre affaire non résolue dans une zone éloignée n'eût été ce qui se passa 2 semaines plus tard. Un deuxième ensemble de restes fut découvert dans des circonstances presque identiques, arrangé en un cercle parfait dans une autre section de l'Oigreco asséchée, approximativement 13 km en aval du premier site. Ces restes étaient plus anciens,
estimé à 8 à 10 ans, mais avec la même blessure par balle style exécution et les mains manquantes. Les découvertes envoyèrent un frisson à travers le comté faiblement peuplé. La spéculation alla bon train sur les tueurs en série et l'activité de culte. Les médias d'Albuquerque et même les médias nationaux commencèrent à arriver, mettant la pression sur Vasquez et son petit département de 11 députés. Travaillant avec la police d'État et le FBI, Vasquez établit une force opérationnelle dédiée à ce qui était maintenant appelé l'affaire du tueur des cercles de l'AOI Greco. Les anthropologues forensiques aidèrent à créer des reconstructions faciales des 2 victimes qui furent distribuées dans toute la région. La première victime fut finalement identifiée comme Miguel Hernandez, un travailleur agricole saisonnier qui avait été porté disparu en 2010. La deuxième victime resta non identifiée. Puis vint la percée qui donnerait à l'affaire sa dimension véritablement bizarre. Un géologue à la retraite nommé Thomas Rees contacta le bureau du shérif après avoir vu la reconstruction faciale de la deuxième victime aux informations. Il croyait que l'homme pourrait avoir été un prospecteur amateur qu'il avait rencontré dans le comté des années plus tôt. Plus significativement, Rees fournit des photographies qu'il avait prises de formations rocheuses inhabituelles près de l'endroit où les 2 corps avaient été découverts. Les photographies montraient que chaque corps avait été placé à des endroits où l'AOI Greco s'élargissait en piscine peu profonde pendant la saison des pluies. Plus spécifiquement, quand ces piscines se remplissaient d'eau, leur forme d'une perspective aérienne formait des cercles presque parfaits contre le paysage environnant. Le tueur ne créait pas les cercles avec les os, réalisa Vasquez. Il faisait correspondre des motifs déjà présents dans le paysage, des motifs seulement visibles d'en haut, ou quand l'AOI Greco se remplissait d'eau pendant les inondations éclairs. Cette perspective mena les enquêteurs à examiner les images satellites de tout le système de l'AOI Greco. Ils identifièrent 5 emplacements supplémentaires où des motifs circulaires similaires se formaient pendant les inondations saisonnières. 3 de ces emplacements avaient déjà été fouillés sans trouver de reste. Le 4e site, cependant, donna une autre découverte macabre. Une 3e victime arrangée dans le motif circulaire familier. Cette 3e victime s'avéra critique pour l'enquête. Les restes étaient plus récents, datant d'approximativement 3 ans plus tôt, et assez de tissu restait pour l'extraction d'ADN. L'échantillon correspondait à des preuves d'une affaire d'agression non résolue de 2013 impliquant un étudiant en géologie nommé Daniel Covington, qui avait mené des recherches de terrain dans la zone avant de disparaître. Les notes de recherche de Covington, récupérées de son camp de terrain abandonné, contenaient des observations détaillées des formations circulaires inhabituelles de l'AOI Greco et de leur signification géologique potentielle. Plus dérangeant, ces entrées de journal mentionnaient des rencontres avec un résident local, un ancien arpenteur, qui avait montré un intérêt inhabituel pour la recherche de Covington, particulièrement son équipement de photographie aérienne. Cela mena Vasquez à Leonard Merrick, un ancien arpenteur du Bureau of Land Management de 72 ans qui vivait dans un complexe isolé près de l'AOI Greco. Merrick avait travaillé à cartographier la région pendant près de 3 décennies avant de prendre sa retraite en 2005. Les entrevues initiales ne révélèrent rien de suspect, bien que Vasquez notât les connaissances étendues de Merrick sur la topographie de l'AOI Greco et sa collection de cartes aériennes datant des années 1970. L'enquête semblait être à une autre impasse, jusqu'à ce que la shérif Vasquez fasse une connexion qui avait échappé aux autres. Pendant une nuit sans sommeil à réviser les dossiers de l'affaire, elle remarqua que les 3 victimes avaient été découvertes après des précipitations particulièrement fortes quand les piscines circulaires de l'AOI Greco auraient été brièvement remplies d'eau. De plus, chaque corps avait été positionné de sorte que quand les eaux se retiraient, les restes seraient le dernier élément à émerger de la boue séchante, créant une brève période où, vu d'en haut, un cercle parfait d'eau entourait le crâne placé au centre. Armé de cette perspective et d'un corps croissant de preuves circonstancielles, Vasquez obtint un mandat pour fouiller minutieusement la propriété de Merrick. Dans un hangar de stockage verrouillé, les enquêteurs découvrirent des milliers de photographies, des décennies de documentation aérienne montrant les motifs changeants de l'AOI Greco à travers les inondations saisonnières. Entre celles-ci se trouvaient des images dérangeantes capturant les piscines circulaires avec ce qui semblait être des têtes humaines à leur centre. Des photographies prises d'un petit drone que Merrick avait modifié pour des capacités de vol prolongées. Les preuves les plus accablantes vinrent d'une pièce cachée sous l'atelier de Merrick où ils trouvèrent les mains manquantes des 3 victimes préservées dans du formaldéhyde. Chaque ensemble de mains avait été arrangé dans diverses poses et méticuleusement photographié contre des cartes topographiques de la région. Confronté à ces preuves, le sang-froid de Merrick finit par se briser. Sa confession, enregistrée sur une entrevue de 14 heures, révéla un esprit perturbé, obsédé par les motifs et les connexions entre le paysage et l'anatomie humaine. « Vous le voyez, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à Vasquez pendant l'entrevue. Comment l'AOI Greco reflète la forme humaine d'en haut, les piscines circulaires comme des articulations dans un squelette. Je n'ai rien créé de nouveau. J'ai complété ce qui était déjà là.
Merrick avait passé des décennies à cartographier et recartographier la région, développant ce que les psychiatres diagnostiqueraient plus tard comme une croyance délirante centrée autour du paysage ayant des propriétés conscientes. Il prétendait que les formations circulaires lui parlaient, exigeant des complétions à travers des sacrifices humains. Sa sélection de victimes suivait une logique tordue. Les gens qui avaient montré de l'intérêt pour les formations de l'AOY, randonneurs, prospecteurs, chercheurs, étaient dans son esprit déjà choisis par le paysage. Il les observerait pendant des jours, parfois des semaines, avant de les approcher avec des offres pour leur montrer des aspects cachés du terrain. Une fois isolés, il les exécuterait, enlèverait leurs mains, qu'ils voyaient comme des outils de mesure appartenant à la Terre, et placerait leur corps à des coordonnées précises qu'il avait calculées basées sur ses relevés. Les inondations saisonnières de l'AOY étaient centrales à son rituel. Il chronométrait les placements pour que quand l'eau remplissait brièvement les formations circulaires, il puisse photographier la scène d'en haut, capturant le moment où ses offrandes créaient ce qu'il appelait la résonance parfaite entre l'homme et la terre. Leonard Merrick fut accusé de 3 chefs de meurtre au premier degré. Pendant son procès, des évaluations psychiatriques révélèrent un trouble délirant sévère qui était resté non traité pendant des décennies, probablement exacerbé par un isolement extrême. Néanmoins, il fut jugé apte à subir son procès et finalement reconnu coupable de tous les chefs, recevant 3 peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle. Pour la shérif Vasquez, l'affaire laissa une marque indélébile. Ce qui me hante n'est pas seulement la brutalité calculée, écrivit-elle plus tard dans une présentation pour une conférence d'application de la loi. C'est comment quelqu'un peut vivre parmi nous pendant des décennies, voyant une réalité complètement différente, une réalité où le meurtre devenait un acte de dévotion à la terre elle-même. L'affaire reçut une attention renouvelée en 2021 quand des randonneurs découvrirent un 4e arrangement d'os dans encore une autre formation circulaire de l'AOY. Des restes par la suite déterminés comme datant des années 1990, bien dans la période active de Merrick. L'analyse forensique confirma sa méthodologie, bien que Merrick, maintenant en santé déclinante, refusa de confirmer d'autres victimes au-delà des 3 auxquelles il avait confessé. La shérif Vasquez continue de servir le comté de Sagebrush, bien qu'elle admette qu'elle voit maintenant le paysage différemment. « Je trouvais de la beauté dans l'immensité », dit-elle à une équipe de documentaires filmant sur l'affaire. « Maintenant je cherche toujours des motifs, des choses cachées en pleine vue qui pourraient révéler des ténèbres en dessous. » Pendant les précipitations significatives, elle visite personnellement les formations circulaires le long de la Pedra AOY, s'assurant qu'elles ne contiennent que de l'eau courante et les reflets des nuages passant au-dessus. En mars 2011, le shérif Dwayne Fletcher du comté de Lakewood, Oregon, fit face à l'enquête la plus déroutante de sa carrière de 22 ans. À 54 ans, Fletcher était un enquêteur méthodique qui avait gravi les échelons, gagnant le respect pour sa minutie et son calme même dans les circonstances les plus difficiles. Le comté de Lakewood englobait 4665 km² de terrain divers, des forêts denses au désert haut, avec Echo Lake comme centre géographique. Un lac naturel de 160 hectares entouré de cabines de vacances et de résidences permanentes. L'affaire commença par ce qui semblait être un tragique accident. Martin Walsh, un ingénieur électricien de 38 ans et résident de week-end à Echo Lake, fut trouvé mort dans son atelier, électrocuté tout en travaillant sur une installation radio personnalisée. L'enquête initiale suggérait un accident simple jusqu'à ce que la députée Sarah Chen, examinant les effets personnels de Walsh, découvre un journal contenant des entrées dérangeantes. « Ça recommence », lisait la dernière entrée, datée de la veille de la mort de Walsh. 3e nuit de suite. Une voix passe même quand l'équipement est débranché. Même message. 40 ans d'ensevelissement ne suffisent pas. Je vais essayer une gamme de fréquences différentes ce soir. Quoi que ce soit là dehors, veut être entendu. Le journal détaillait l'expérimentation de 3 mois de Walsh avec ce qu'il appelait la détection de fréquences ambiantes, essentiellement une tentative de capter et d'enregistrer les ondes radio naturellement présentes autour des collègues. Ces notes décrivaient la capture de ce qu'il croyait initialement être des fragments de radiodiffusion commerciale rebondissant sur l'ionosphère, un phénomène commun parmi les passionnés de radio. Mais les fragments étaient devenus plus cohérents avec le temps, formant finalement ce que Walsh décrivait comme une seule voix, masculine, âgée, me parlant directement. Le shérif Fletcher aurait pu rejeter ceci comme les imaginings d'un hobbyiste excentrique n'eût été de 2 détails critiques. Premièrement, le rapport du médecin légiste indiquait des incohérences avec une électrocution accidentelle. Le motif de brûlures électriques suggérait que Walsh avait été retenu avant que le courant ne soit appliqué. Deuxièmement, l'équipement de Walsh montrait des signes de sabotage qui ne résulteraient pas d'un simple dysfonctionnement. Ce qui avait commencé comme une enquête d'accident se transforma en un potentiel homicide. Fletcher ordonna une vérification approfondie des antécédents de Walsh et une tournée des propriétés voisines.
La vérification des antécédents ne révéla rien de suspect. Walsh était un ingénieur respecté dans une entreprise technologique à Portland qui faisait la navette vers sa maison au bord du lac les week-ends. La tournée des voisins, cependant, donna une connexion inattendue. Helen Maddox, âgée de 82 ans, qui vivait à Echo Lake depuis les années 1960, mentionna que Walsh l'avait visité plusieurs fois dans les mois précédant sa mort, demandant à propos de l'incident avec la tour de radio. Selon Maddox, Walsh était devenu intéressé par une histoire de 1971 quand une petite tour de radio construite par le US Geological surveillée sur la rive nord d'Echo Lake avait été abandonnée dans des circonstances mystérieuses après seulement 3 mois d'opération. Les hommes du gouvernement ont fait leur bagage du jour au lendemain, dit Maddox à Fletcher. Ils ont laissé la plupart de leur équipement derrière. Il y avait des rumeurs sur ce qu'ils entendaient à travers cette tour. Personne du coin n'approcherait après, et le service forestier a finalement démoli ce qui restait en 1982. Les recherches de Fletcher dans les archives du comté confirmèrent que le USGS avait effectivement établi une station de surveillance à Echo Lake en janvier 1971, officiellement pour étudier les anomalies électromagnétiques souterraines. Le projet fut abruptement terminé en avril de la même année avec une documentation minimale expliquant la fermeture. Le plus curieux était un addenda classifié que Fletcher, même avec ses accréditations d'application de la loi, ne pouvait pas accéder. L'enquête prit un tournant dramatique lorsque Fletcher obtint les fichiers audio enregistrés de Walsh. La plupart ne contenaient que du statique et du bruit ambiant. Mais les derniers enregistrements faits dans la semaine précédant sa mort capturèrent ce que Fletcher décrivit dans son rapport comme une voix comme aucune que j'ai entendue. Déformée mais clairement humaine. Répétant la même phrase, 40 ans d'ensevelissement ne suffisent pas. Des spécialistes audio confirmèrent que les enregistrements n'avaient pas été trafiqués ou assemblés. Quoique Walsh ait capturé, c'était une transmission authentique, bien que de quelle source reste incertain. La phrase « 40 ans d'ensevelissement » attira l'attention de Fletcher. Compté à rebours de 2011 menait à 1971, la même année où la station USGS fut mystérieusement abandonnée. Fletcher commença à chercher des incidents autour d'Echo Lake de cette période. Les archives du comté révélèrent une série de disparitions au début de 1971. 3 hommes qui avaient disparu dans des incidents séparés dans un rayon d'1 mile du lac. Les affaires n'avaient jamais été résolues, bien que les enquêteurs de l'époque se soient concentrés sur la possibilité d'un vagabond passant par la zone. Le plus notable, l'enquêteur principal sur ces affaires, le député Leonard Harris, avait démissionné du département peu après, citant des problèmes de santé. Fletcher retrouva la veuve de Harris, qui vivait toujours dans le comté. Maintenant dans la 80aine, June Harris révéla que son mari n'avait jamais beaucoup parlé des disparitions. Mais ses problèmes de santé, qu'elle décrivit comme des terreurs nocturnes et de la paranoïa, avaient commencé immédiatement après avoir travaillé sur cette affaire. Il se réveillerait en hurlant à propos de voix venant de l'eau, dit-elle à Fletcher avant sa mort en 1993. Il m'a fait promettre de ne jamais approcher Echo Lake. Disait qu'il y avait quelque chose de surnaturel là-bas. Quelque chose qui utilisait l'eau pour s'amplifier. Ces détails peignirent un tableau dérangeant. 4 décennies plus tôt, 3 hommes avaient disparu près d'un lac où une station de recherche gouvernementale fut soudainement abandonnée. Et maintenant un homme enquêtant sur des phénomènes radio étranges dans le même endroit était mort dans des circonstances suspectes. La prochaine étape de Fletcher fut de réviser les emplacements géographiques impliqués. Il découvrit que la cabine de Walsh était construite sur le site exact où se dressait la tour de radio USGS en 1971. Plus significativement, utilisant un logiciel de cartographie moderne, il détermina que l'atelier de Walsh se trouvait directement au-dessus d'une cavité souterraine naturelle, essentiellement un système de grottes partiellement rempli d'eau qui se connectait à Echo Lake à travers des canaux souterrains. Des hydrogéologues confirmèrent qu'une telle cavité pourrait potentiellement agir comme un amplificateur naturel pour certaines fréquences générées par l'eau en mouvement. En essence, la géologie unique sous la propriété de Walsh créait ce qu'un expert décrivit comme un système de haut-parleurs naturel avec le lac comme son diaphragme. Cette explication scientifique fournissait un contexte pour les phénomènes que Walsh avait enregistrés, mais elle n'identifiait pas qui aurait pu vouloir le tuer pour les enquêter. Fletcher se concentra sur la recherche de connexions entre Walsh et les disparitions de plusieurs décennies. La percée vint d'une source inattendue. Une révision de routine des preuves révéla que le journal de Walsh contenait plusieurs pages où il avait assez appuyé avec son stylo pour laisser des impressions sur les pages sous-jacentes. L'amélioration numérique de ces impressions révéla une adresse que Fletcher n'avait pas précédemment connectée à l'affaire, appartenant à James Carlson, un employé à la retraite du service forestier qui avait fait partie de l'équipe qui avait démoli la tour de radio abandonnée en 1982. Fletcher interrogea Carlson, maintenant âgé de 76 ans, chez lui à 80 miles d'Echo Lake. Initialement évasif,
Carlson finit par admettre que l'équipe de démolition avait découvert des restes humains dissimulés dans les fondations en béton de la tour. Il y en avait 3, confessa Carlson. Des hommes adultes. Les fondations avaient été coulées autour d'eux. Ils étaient juste encastrés là. On nous a dit par notre superviseur d'ignorer cela, de tout recouvrir et de ne jamais en parler. Dit que c'était une question de sécurité nationale. Carlson révéla que plusieurs travailleurs avaient pris des photographies avant de suivre les ordres de recouvrir les restes. Il avait encore des copies qu'il fournit à Fletcher. Les images dérangeantes montraient des restes squelettiques partiels exactement comme décrits. 3 hommes adultes qui avaient apparemment été placés dans le béton frais des fondations de la tour alors qu'ils étaient encore vivants, comme en témoignaient des signes de lutte visibles dans le matériau durci. Fletcher avait maintenant une connexion claire aux 3 hommes disparus de 1971, mais toujours aucune explication pour la mort de Walsh 40 ans plus tard. Cette dernière pièce s'assembla quand Fletcher réinterrogea les collègues de Walsh de Portland. Un collègue révéla que Walsh travaillait sur une technologie pour améliorer la communication souterraine, spécifiquement un système qui pourrait transmettre des données vocales à travers la roche solide en utilisant des fréquences extrêmement basses. Le prototype, sur lequel Walsh testait à son atelier d'Echo Lake, manquait de la scène de crime. L'enquête mena finalement au Dr Stephen Merritt, un géophysicien qui avait fait partie de l'équipe USGS originale en 1971 et travaillait encore pour le gouvernement. Confronté avec les preuves, Merritt s'effondra, admettant son implication dans les crimes historiques et le meurtre de Walsh. Selon la confession de Merritt, la mission USGS de 1971 n'avait jamais été d'étudier les anomalies électromagnétiques. C'était un projet classifié pour développer une technologie qui pourrait détecter les communications de sous-marins à travers des cordeaux naturels, un avantage important de la guerre froide. Les 3 hommes qui avaient disparu étaient des résidents locaux qui étaient tombés sur l'opération classifiée en faisant de la randonnée. C'était une époque différente, prétendit Merritt. Nous avions des ordres de protéger le projet à tout prix. Les choses ont escaladé. Nous ne pouvions pas risquer l'exposition. Le projet fut terminé quand l'équipe découvrit que leur équipement ne recevait pas seulement des signaux, mais les amplifiait et les déformait somehow à travers la géologie inhabituelle d'écho. Ils commencèrent à capter ce que Merritt décrivit comme des voix qui ne devraient pas être là, qu'il attribua au stress psychologique, mais qui terrifièrent l'équipe au point d'abandonner le site. Quand Walsh commença à expérimenter avec une technologie similaire 4 décennies plus tard, ces enregistrements atteignirent finalement des fréquences qui, selon Merritt, réveillèrent quelque chose qui aurait dû rester tranquille. Que Merritt croyait vraiment à un phénomène surnaturel à l'œuvre ou qu'il avait simplement peur que ses crimes passés soient exposés restait incertain. Dans un cas ou l'autre, il avait suivi les progrès de Walsh à travers des canaux académiques et l'avait finalement éliminé quand ses découvertes venaient trop près de révéler la vérité. Merritt fut arrêté et accusé du meurtre de Walsh. Les preuves le connectant aux disparitions de 1971 furent considérées lors de la détermination de la peine, bien que la prescription compliquât ses accusations. Il fut finalement condamné à l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les restes des 3 hommes trouvés sous les fondations de la tour furent finalement récupérés et identifiés par correspondance ADN avec des parents survivants, apportant une conclusion à des familles qui s'étaient demandées sur leur sort pendant plus de 40 ans. Quant à Echo Lake lui-même, l'analyse scientifique confirma ses propriétés acoustiques inhabituelles, le résultat de sa géologie unique et de son système de grottes souterraines. Ces caractéristiques naturelles pouvaient effectivement amplifier et déformer les sons de façon qui pourrait sembler surnaturelle à ceux les expérimentant sans contexte. Le shérif Fletcher déposa son rapport final sur l'affaire en novembre 2011, écrivant « Ce qui a commencé comme un secret de la guerre froide est devenu une dissimulation de plusieurs décennies qui a coûté 4 vies. Quels que soient les phénomènes naturels existants à Echo Lake, ils n'ont servi qu'à amplifier les crimes très humains commis là. » Pourtant Fletcher admettrait plus tard à des collègues qu'il ne s'était jamais senti entièrement à l'aise avec la résolution. Les derniers enregistrements de Walsh restaient inexpliqués par la seule acoustique, particulièrement la clarté avec laquelle la voix semblait s'adresser à la fois à Walsh, et à travers lui, aux autorités qui apporteraient finalement justice aux crimes longtemps ensevelis sous la surface paisible d'Echo Lake. La petite ville de Pinecrest, nichée dans les forêts de montagne du nord de l'Idaho, avait toujours été un endroit tranquille, le genre de communauté où la plupart des résidents ne prenaient même pas la peine de verrouiller leurs portes. Le shérif Mason Reed avait servi ses 3700 citoyens pendant près de 14 ans, gérant peu plus que des conduites en état d'ivresse occasionnelle, des disputes de propriété mineures et les rares troubles domestiques. À 46 ans, avec des tempes grisonnantes et le visage buriné de quelqu'un ayant passé la plupart de sa vie à l'extérieur, Reed était un pilier de Pinecrest, respecté pour son équité et son tempérament stable. Mais en septembre 2018,
Les rythmes paisibles de Pinecrest furent brisés quand un travailleur forestier saisonnier découvrit quelque chose d'horrifiant tout en dégageant des broussailles près d'une ancienne route forestière à 10 km en dehors de la ville. Une tombe grossière contenant les restes d'une jeune femme partiellement déterrée par de récentes fortes pluies. Le shérif Reed sécurisa immédiatement la scène, appelant l'équipe forensique de l'État. La victime avait été enterrée pendant approximativement 2 ans, selon les estimations initiales. La cause de la mort semblait être un traumatisme contondant au crâne. Le plus dérangeant était la façon dont le corps avait été positionné, les mains croisées sur la poitrine avec une petite figurine en bois sculpté d'un pin placé entre elles. « Je n'ai jamais vu quelque chose comme cela de tous mes ans », dit Reed à son député, Mark Holloway, tandis qu'il regardait l'équipe forensique travailler. Qui ferait quelque chose comme cela à Pinecrest? En quelques jours, la victime fut identifiée comme Jessica Landon, une jeune femme de 23 ans qui avait été portée disparue du comté voisin de Clearwater en juillet 2016. Elle avait été vue pour la dernière fois à une station-service à Pinecrest où sa voiture était tombée en panne. Selon le rapport, un habitant serviable lui avait offert un trajet jusqu'au mécanicien le plus proche, mais elle n'était jamais arrivée. Alors que Reed approfondissait l'enquête, il découvrit quelque chose qui lui envoya un frisson. Jessica Landon n'était pas la première jeune femme à disparaître dans la zone. Au cours de la dernière décennie, 4 autres femmes entre 19 et 25 ans avaient disparu tout en passant par la région. 2 affaires avaient été classées comme fugues, une comme une noyade probable dans la rivière Clearwater voisine, bien que personne n'ait été récupéré, et une restait une affaire de personnes disparues ouverte. Reed obtint la permission de fouiller les zones entourant le premier site de sépulture, amenant des chiens cadavériques de la police d'État. Ce qu'ils trouvèrent confirma ses pires craintes. 4 tombes supplémentaires arrangées en un demi-cercle approximatif autour d'un massif peint ancien. Chacune contenait des restes dans des états similaires de décomposition, les mains croisées, avec la même figurine en bois de pin placée avec les corps. La découverte envoya des ondes de choc à travers la communauté soudée. Les autorités d'État et fédérales descendirent sur Pinecrest, établissant une force opérationnelle conjointe pour enquêter sur ce qui était maintenant clairement l'œuvre d'un tueur en série, quelqu'un qui avait opéré indétecté au milieu d'eux pendant des années. En tant qu'officier d'application de la loi locale le plus connaisseur, Reed fut intégré à la force opérationnelle, travaillant aux côtés de profileurs du FBI. Le profil qu'ils développèrent suggérait quelqu'un intimement familier avec la forêt, assez socialement fonctionnel pour gagner la confiance d'étrangers, et profondément connecté à la région de Pinecrest. Les sculptures en bois indiquaient une signification rituelle, possiblement liée à l'histoire locale ou à une mythologie personnelle. Les 5 victimes avaient peu en commun, au-delà d'être de jeunes femmes voyageant seules à travers la région. Aucune n'avait de connexion à Pinecrest elle-même. Le tueur semblait opportuniste, ciblant des étrangers vulnérables plutôt que des habitants. Alors que les nouvelles de la découverte se propageaient, Reed remarqua des changements subtils dans la ville. Les résidents qu'il avait autrefois accueillis chaleureusement semblaient maintenant sur la défensive. Les conversations au restaurant local tombaient silencieuses quand il entrait. Il l'attribua à l'atmosphère générale de peur et de suspicion qui avait enveloppé Pinecrest. 3 semaines dans l'enquête, Reed reçut une lettre anonyme au bureau du shérif. « Shérif, vous cherchez au mauvais endroit. Demandez à propos du festival du bûcheron de 1987 et pourquoi il a cessé. Certaines traditions ne meurent jamais vraiment. » Le festival du bûcheron avait été une célébration annuelle de la ville jusqu'à ce qu'elle soit abruptement interrompue 31 ans plus tôt. La plupart des résidents plus jeunes n'en avaient même jamais entendu parler. Quand Reed questionna les habitants plus âgés, il rencontra des évasions gênantes et des prétentions de mauvaise mémoire. Finalement, Eleanor Palmer, l'ancienne bibliothécaire de la ville âgée de 83 ans, accepta de lui parler en confidence. Ce qu'elle révéla changea toute la direction de l'enquête. Le festival a cessé à cause de ce qui est arrivé à cette fille, expliqua Palmer, ses mains tremblant autour de sa tasse de thé. Marianne Schaeffer, elle passait juste par là, avait des problèmes de voiture comme les autres. Pendant le festival, il y avait une tradition où une jeune femme serait choisie comme la mariée de la forêt. Juste symbolique, vous comprenez. Mais cette année-là, certains des hommes avaient beaucoup bu. Ils ont pris la tradition trop loin, l'ont emmenée dans la forêt dans le cadre de la cérémonie. Quelque chose a mal tourné. Ils sont revenus sans elle. Selon Palmer, les dirigeants de la ville, incluant le shérif de l'époque, avaient couvert l'incident. Marianne Schaeffer fut rapportée comme ayant continué son voyage. Le festival fut tranquillement annulé et l'affaire ne fut plus jamais évoquée. Tous ceux qui étaient directement impliqués sont morts maintenant, dit Palmer à Reed. Mais il y avait un garçon d'environ 13 ans qui a suivi les hommes dans la forêt cette nuit-là. Il a tout vu. Thomas Garrett. Il vit toujours sur Ridge Road. Thomas Garrett, maintenant dans la cinquantaine,
possédait la plus grande entreprise de fourniture de bois du comté. C'était un citoyen éminent, un donateur généreux à des causes locales et un participant régulier aux réunions du conseil municipal. Il servait également comme coordinateur bénévole de recherche et sauvetage, intimement familier avec les forêts où les corps avaient été trouvés. Reed commença à enquêter discrètement sur Garrett, découvrant qu'il vivait seul dans le domaine familial original, une grande propriété bordant les terres forestières nationales à moins de 3 km de là où les tombes avaient été découvertes. Plus significativement, chacune des 5 victimes avait été vue pour la dernière fois les jours où l'entreprise de bois de Garrett était fermée et ses allées et venues non comptabilisées. Plutôt que de confronter Garrett directement, Reed convainquit la force opérationnelle de le mettre sous surveillance pendant qu'il rassemblait plus de preuves. La 4e nuit de surveillance, Garrett fut observé chargeant quelque chose de lourd dans son camion avant de conduire dans la forêt le long d'une route forestière non balisée. L'équipe suivit à distance, regardant alors qu'il se garait et procédait à pied profondément dans les bois, portant ce qui semblait être une pelle. Ce qu'ils témoignèrent ensuite entrait Reed pendant des années. Dans une petite clairière entourée de pins anciens, Garrett avait préparé une tombe. Mais il n'était pas seul. Attachée et inconsciente à côté du trou était une jeune femme plus tard identifiée comme Amber Reynolds, une étudiante qui avait été portée disparue ce matin après que sa voiture fut trouvée abandonnée à une aire de repos en dehors de Pinecrest. La force opérationnelle intervint rapidement, arrêtant Garrett avant qu'il ne puisse faire du mal à Reynolds. À la propriété de Garrett, les enquêteurs découvrirent une pièce cachée sous son atelier contenant des preuves accablantes, des objets personnels appartenant à chaque victime. Des journaux détaillant ses actions et des dizaines de figurines de peints en bois sculptés à divers stades d'achèvement. Les journaux révélèrent l'évolution dérangeante d'un tueur. Après avoir témoigné de la mort de Marianne Schaeffer en 1987, Garrett avait été à la fois traumatisé et fasciné. La couverture réussie de la ville lui avait appris une leçon puissante sur les secrets et le silence. Adulte, il avait commencé à réénacter et perfectionner une version déformée du rituel qu'il avait témoigné, se voyant comme continuant une tradition qui le connectait à la forêt et à l'histoire cachée de la ville. Le plus dérangeant à lire était la réalisation que des indices subtils avaient été présents pendant des années. Des femmes rapportaient un habitant serviable offrant de l'aide. L'intérêt inhabituel de Garrett pour les affaires de personnes disparues, ses connaissances étendues des zones éloignées où les recherches étaient menées. Rétrospectivement, les signes semblaient évidents, mais dans le contexte d'un membre de communauté de confiance, ils étaient passés inaperçus. Pendant l'interrogatoire, Garrett parla calmement de ses actions, les décrivant comme honorant la forêt à travers des mariés appropriés, contrairement à l'erreur de 1987. Il exprima sa surprise d'avoir été pris, admettant qu'il croyait que certains habitants le soupçonnaient, mais choisissait de regarder ailleurs, juste comme il avait fait avec l'incident original qui avait inspiré ses crimes. Cette suggestion mena à une enquête plus large sur la dissimulation de 1987. Bien que la plupart des participants soient décédés, suffisamment de preuves émergèrent pour impliquer plusieurs résidents âgés actuels dans l'obstruction de la justice. La ville fut forcée de confronter son rôle dans l'habilitation des crimes de Garrett à travers le silence et l'ignorance volontaire. Pour le shérif Reed, l'affaire représentait une trahison profonde, non seulement par Garrett, mais par la communauté et le bureau qui l'avait servi. Le shérif précédent, son propre mentor, avait été complice dans la dissimulation de la mort de Marianne Schaeffer, créant les conditions qui avaient permis à la pathologie de Garrett de se développer et de s'épanouir. Garrett fut finalement reconnu coupable de 5 chefs de meurtre au premier degré et un chef de tentative de meurtre, recevant des peines de prison à vie consécutives sans possibilité de libération conditionnelle. Amber Reynolds se remit physiquement de son épreuve, bien que les impacts psychologiques nécessiteraient des années de thérapie. Dans la foulée, Reed fit face à une décision difficile. Beaucoup l'ont exhorté à démissionner, arguant que le département avait besoin d'un nouveau départ non entaché par l'affaire. D'autres insistèrent qu'il était la seule personne qui pourrait reconstruire la confiance dans l'application de la loi locale, précisément parce qu'il avait apporté la vérité à la lumière. Après des semaines de réflexion, Reed choisit de rester shérif, mettant en place des réformes complètes, incluant un protocole de révision des affaires non résolues, un signalement obligatoire de tous les incidents suspects indépendamment de qui est impliqué, et des audits réguliers externes des pratiques du département. Ce qui s'est passé ici n'était pas seulement à propos d'un individu perturbé, dit Reed à la ville lors d'une réunion communautaire. C'était à propos d'une culture de silence qui valorisait le confort plutôt que la vérité, la protection des nôtres plutôt que la justice pour les étrangers. Cela change maintenant où je m'en vais. Pinecrest commença lentement à guérir, bien que l'affaire laissa des cicatrices durables sur la perception de la communauté d'elle-même. Le tourisme déclina fortement et certaines familles choisirent de déménager, incapables de se réconcilier avec les secrets sombres de leur ville natale. Pendant des années après,
des randonneurs rapportèrent trouver de petites figurines de pins en bois sculptées le long des sentiers dans la forêt nationale. Des tribus laissées anonymement pour les victimes. Le shérif Reed collecterait et retirerait personnellement chacune, gardant sa propre veille silencieuse pour ceux qui étaient morts parce que trop de gens avaient choisi de ne pas voir ce qui se passait sous les pins silencieux. Bien que le règne de terreur de Garrett soit terminé, Reed se trouvait souvent à regarder de plus près les visages familiers, se demandant quels autres secrets pourraient se cacher derrière les sourires de voisinage de Pinecrest. La forêt qui avait autrefois semblé protectrice se sentait maintenant surveillante. Un témoin silencieux des crimes passés et de la promesse fragile de justice finalement rendue.